Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous, bonjour Charles-Édouard. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? J'ai toujours été un enfant qui était très un peu rebelle, voilà. Et quand j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire j'avais deux choses, c'est que j'étais très rebelle et très curieux. Ça veut dire que j'aimais bien comprendre un peu tout. Et donc quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que c'était pas forcément en tant que salarié dans une entreprise, la rébellion n'était pas forcément quelque chose d'extrêmement valorisé. Donc c'est ce qui a fait qu'ensuite j'ai créé des entreprises parce que je voulais y retrouver ça. Et le deuxième, la curiosité, j'ai l'impression que le fait d'avoir ça, alors beaucoup de gens sont curieux, mais le fait d'avoir cette curiosité permet de pas laisser passer des choses, de vouloir les comprendre, de vouloir voilà. Et donc j'avais ces deux traits de caractère peut-être qui ont fait que ça a fait ce que je suis devenu. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de la suite ? Comment est-ce que tu as commencé ta carrière et jusqu'à aujourd'hui ? Quel est ton parcours ? J'avais fait une école d'ingénieur, voilà, et donc je voulais pas tellement être ingénieur, et il se trouve que j'ai eu une vie perso, j'ai fait mon service militaire, et pendant mon service militaire, j'ai eu un enfant, j'ai eu une petite fille, ma charmante fille qui maintenant est grande, et donc ça a un petit peu conditionné ma carrière, c'est que j'ai pas pris de risque, j'ai été consultant pendant un an et demi. C'était très sympa. J'ai fait une deuxième entreprise pendant un an et demi. Alors, j'étais ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans le métier du digital product owner, product manager, qui faisait du Minitel, donc j'ose plus trop le dire maintenant pour pas me retrouver, parce que ça donne son âge. Et après, pareil, un peu plus d'un an et demi dans un labo pharmaceutique pour faire un peu du digital, puis un petit peu de gestion de la visite médicale à cette époque-là. Voilà, je me cherchais un petit peu. Tout ce que je voyais, c'est que dans ces trois entreprises, c'était passionnant. Les gens étaient super. C'était vraiment des boîtes incroyables avec plein de gens intelligents mais première chose, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'étapes pour arriver à faire avancer les choses. Voilà. Et deuxième chose, c'est que je m'embêtais un peu. Je trouvais que le volume général de travail, d'intérêt, c'était pas trop bien quand on travaillait trop. C'était trop bien. Voilà, il y avait quelque chose qui m'encourageait à essayer de faire quelque chose. Et c'est suite à ça que j'ai monté une première entreprise. Voilà, juste avant la bulle Internet, donc a été un petit peu financée. Et ce qui a facilité le départ, parce que comme il s'était un peu financé dès le début, on a pu se payer. Voilà, c'était drôle. On avait convaincu un fonds qui avait investi dans une boîte qui s'appelait la Serap, qui n'existe plus maintenant malheureusement. Et on les avait convaincus de nous laisser gérer leur site internet et de monter une autre marque. Et donc on vendait tous leurs produits sur un site qui s'appelait, la marque était pas mal, je trouvais, qui s'appelait Maisoneo, et qui a duré jusqu'un peu après la bulle internet. On vendait, mais c'était quand même un peu avant. Je sais plus, toujours un truc autour de 2000, j'ai du mal. Et on vendait des frigos, des fours à des prix assez intéressants. C'était une bonne expérience, voilà. Je suis parti de ça et j'ai monté une autre entreprise. Et là, voilà, pour répondre, avant que tu me poses la question, j'avais monté une boîte qui faisait des t-shirts personnalisés pour les particuliers. Rien à voir, un petit peu parce que c'était un peu du e-commerce, mais le secteur n'avait rien à voir. C'était du e-commerce et on parlait un petit peu du fait qu'on pouvait utiliser Internet pour de la personnalisation. C'était en 2003 quand même, donc faut imaginer. Et en fait, je voyais que pas beaucoup d'endroits où il y avait de la personnalisation, et je me suis dit en fait pour utiliser les fonctionnalités des sites web pour pouvoir, c'était le lieu. Et je pense que j'étais un des premiers sites à en toute modestie, qui s'appelait Divao, la marque, et j'étais un des premiers sites à le faire.
et ça a plutôt très très bien marché. Voilà, ça jusqu'à 2011, 2012. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé, mon extraordinaire associé Emmanuel Arnaud, qui venait de créer Guest to Guest. Donc on s'est associés et c'est ce qui est devenu aujourd'hui Home Exchange. Voilà, donc 2012, je pense, donc depuis 12 ans. Et alors du coup, c'est quoi l'idée initiale de Guest to Guest et Home Exchange aujourd'hui? L'idée initiale, c'est pour ceux qui connaissent pas, nous on fait de l'échange de maison, donc l'échange de maison pendant les vacances, que on peut voir dans un film comme The Holiday, c'est-à-dire vous allez vraiment pendant les vacances aller chez quelqu'un pendant qu'il va venir chez vous. Et l'idée de Guest to Guest, c'est on trouve que le système est tout petit quand on arrive sur le marché. L'idée, je me l'approprie, mais c'est surtout celle d'Emmanuel à ce moment-là. C'est de dire, si on veut développer ce marché, il a l'idée d'un système de points qui va permettre de faire des échanges qui sont ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un peu non réciproque, c'est-à-dire je vais pouvoir aller chez toi, te donner des points et tu pourras utiliser tes points pour aller chez quelqu'un d'autre. Et ça, c'est à peu près aujourd'hui, on va dire, 80% de nos échanges qui se passent comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la première très grande idée. La deuxième idée, c'est lié un peu, tu vois, au fait que tous ces sites Internet qui faisaient de l'échange de maisons étaient un peu hérités du passé avec un modèle de petites annonces. Je paye pour avoir accès aux petites annonces. Et donc, nous, on se dit, si on veut arriver à développer, il faut demander aux gens de payer au moment où ils ont la certitude de faire leur échange. Donc, c'est ce qu'on fait. Et la troisième, c'est et là, je pense qu'on a été un peu précurseur parce qu'on se dit, si on veut développer une place de marché dont le sous-jacent, c'est-à-dire la maison, c'est tellement important qu'il faut mettre beaucoup de garanties. Donc, on s'est mis à vérifier tous les biens, demander des justificatifs d'identité, de domicile, demander des cautions, développer des garanties, etc. Et gérer au niveau d'un service client vraiment la relation, pas dire aux gens, vous faites un échange, débrouillez-vous. Et l'idée qu'on a dès le départ, c'est que cette façon de voyager, l'échange de maison, c'est une pratique qui est vraiment un peu incroyable pour plein de raisons. Et la raison, pour moi, la première raison, c'est que vous allez voyager gratuitement. Voilà, évidemment, vous allez recevoir des gens chez vous, mais le coût est un coût que vous avez déjà puisque vous payez votre loyer, vous avez acheté votre maison, votre appartement. Donc déjà, c'est assez formidable. Deuxièmement, c'est que vous allez vous retrouver dans un lieu qui est habité. Voilà, parce que c'est 80% de résidences principales et des résidences secondaires, mais qui sont habitées. Donc, vous n'allez pas arriver, il y aura juste 3 couverts, 2 couteaux, une assiette débréchée. Ça sera des gens qui y habitent. Donc, il y aura de tout pour vous installer. Voilà. Vous serez aussi accueillis gratuitement. Donc, il y aura beaucoup cette notion d'hospitalité qui est un petit peu perdue dans plein d'endroits où les gens vont vraiment tout préparer pour vous. C'est assez étonnant, mais c'est très naturel dans tous les pays du monde. On a envie de proposer, on a envie que les gens soient bien. Voilà, et ça change la relation au bien, c'est-à-dire que les gens, comme ils sont invités gratuitement, ils vont être très très attentifs au bien. Et je dirais la troisième raison, c'est que c'est une typologie de tourisme qui est vraiment différente parce que les gens vont vous conseiller, vont vous aider, vous allez vraiment vivre comme les gens du coin et ça va changer votre rapport au voyage, ça va vous donner un rapport peut-être un petit peu plus lent puisque on arrive, on s'installe, donc une autre façon de voir le voyage et on se dit on a envie que cette approche-là depuis le départ, elle devienne un peu plus grande, un peu moins un système de niche, donc on lutte contre les peurs des gens et pour développer le système et pour que ça devienne beaucoup beaucoup plus gros. Voilà. C'est ce que j'allais dire en fait, je crois que la très grosse différence entre votre proposition de valeur et tout ce qui avait existé jusqu'avant, c'est le caractère serviciel que vous avez ramené pour rassurer, qui est, j'imagine, les plus gros freins sont sur des peurs d'avoir son bien détérioré ou de pas trouver de bien quand on est voyageur de l'autre côté. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus depuis que tu as créé Home Exchange ? Ce qui est assez marrant, je trouve, dans un système comme celui-là, mais c'est vrai, je pense, chez des personnes qui ont monté des entreprises, c'est que si vous voulez arriver à faire que le site fonctionne, il faut changer tous les jours des tonnes et des tonnes de choses. Donc, par exemple, initialement, notre modèle économique, c'était, on demandait une caution et on prenait un pourcentage du montant, c'était pas obligatoire. Et puis après, on a proposé une assurance. Et aujourd'hui, c'est un abonnement annuel avec lequel tu peux faire autant d'échanges que tu veux. Ce qui me frappe depuis le départ de cette expérience, c'est la nécessité, si on veut que ça marche, de s'adapter aux demandes de nos clients, bien sûr, et à la taille. C'est-à-dire que quand vous avez 5000 maisons, c'est pas pareil que quand vous avez, aujourd'hui, on doit avoir plus de 172 000 abonnés dans le monde. C'est pas pareil. Quand au début, vous avez que des Français, c'est pas pareil que quand vous avez beaucoup d'Américains, et tout ça nous a forcé tout le long à vraiment nous adapter et à changer même des idées qui étaient très fortes, quoi. Au début, on donnait beaucoup de points et progressivement on a réduit parce qu'on s'est rendu compte que
En fait, contrairement à ce qu'on pensait, on avait dans l'imaginaire de dire que les gens, on leur donnait des points pour qu'ils testent. Et ce qui est vrai, c'est que les gens sont très fidèles. Quand les gens commencent, tu t'arrêtes plus de faire de l'échange de maison. C'est quelque chose d'assez magique. Mais en fait, le fait de leur donner, on n'arrivait pas à convaincre les gens. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que les gens commencent d'abord à 60%, ça serait pas forcément nécessaire, mais par accueillir. Et donc, voilà, toutes ces croyances-là, au début, tu dis, bah non, en fait, les gens, ils vont pas vouloir accueillir, ça leur fait peur, etc. Donc, on va devoir travailler sur les peurs. Et en fait, progressivement, tu te rends compte que à partir du moment où ils sont prêts à passer, c'est pas du tout ça leur peur. Leur peur, elle est, tu l'as donné, elle est parfois le fait de se dire, est-ce que quelqu'un va vouloir venir chez moi? Est-ce que c'est assez rangé? Est-ce que ma maison est assez belle? Est-ce que voilà, et ainsi de suite, toutes ces peurs-là, il faut qu'on les traite. C'est assez magique d'ailleurs parce que de se dire que quelqu'un ne viendrait pas gratuitement chez soi, il faut vraiment que la maison soit ou l'appartement soit vraiment horrible pour que personne ne veuille gratuitement venir, quoi. Voilà, il y a un côté, mais c'est compréhensible parce que chez soi, c'est un peu soi. Voilà, on y met du sien, donc on n'a pas envie d'être jugé sur ce qu'on est. Alors, j'imagine que depuis la création du projet ou depuis que tu as rejoint le projet, tu as sûrement 1000 anecdotes plus folles les unes que les autres qui te sont arrivées. Est-ce que tu peux nous en raconter quelques-unes? Si on veut parler d'entrepreneuriat, ce qui est marrant, c'est que je trouve que une des choses qu'on voit dans l'entrepreneuriat, c'est la chance. Voilà. Et une anecdote, alors je sais pas si elle est rigolote, mais en tout cas qui est déterminante pour nous, c'est qu'on cherchait une assurance et on se retrouve à avoir les classiques, quoi. C'était une époque, le début de la consommation collaborative, en 2015 ou quelque chose comme ça, 2014 peut-être. Et on a les plus gros du marché et puis en fait on n'arrive pas, on trouve pas et puis on croise par hasard dans un salon quelqu'un de la Maïf. Et un peu, on le snob un peu en disant non, mais si les grands n'y arrivent pas, la Maïf n'y arrivera pas, etc. Et c'est une des meilleures rencontres qu'on ait fait. Quasiment un mois après, ils avaient proposé un produit d'assurance et 2 ans après, ils ont investi chez nous. Et aujourd'hui, grâce à Thomas Olivier qui était de cette personne-là et Pascal Desmurger qui est le DG de la Maïf, c'est le projet a pu se faire et c'est cette rencontre-là, alors que vraiment on n'y croyait pas, qui a tout fait le cheminement de Home Exchange aujourd'hui, quoi. Waouh. Bon, comme quoi, faut pas snober les gens dans les salons. Non, exactement. Mais ou alors faut le faire, mais bon voilà, il y avait quelque chose peut-être qu'il avait été un peu vexé qu'on n'y croit pas. Voilà, il y avait quelque chose un peu de l'ordre de ça. Petite anecdote perso que je trouve rigolote, c'est pour montrer un peu ce que c'est que l'échange de maison. Mais je fais un échange donc là personnel en Espagne en février. Moi, je suis un peu breton, donc le froid me fait pas peur. Donc l'Espagne février pour moi, il fera toujours plus chaud que limite dans ma Bretagne du Nord l'été, quoi. Mais les Espagnols qui ont très peur que on ait froid, en fait, ils font quasiment, je crois, 150 kilomètres en voiture. Ils vont nous acheter un radiateur qui nous amène de peur qu'on ait froid là-bas. Et ils repartent après le soir. Hein. Donc ils font ça dans la journée. Même si on s'était pas plaint, ils avaient vraiment peur qu'on soit pas bien accueillis, quoi. Voilà. Et je pense que toute personne qui fait de l'échange de maison pourrait raconter 10 000 histoires comme ça. On en a eu vraiment, on en a tous beaucoup comme ça. Voilà. Et peut-être une petite dernière, qui est rigolote aussi, c'est quand on a voulu racheter Home Exchange. On avait contacté les propriétaires de Home Exchange et ils nous avaient dit, il vit à Los Angeles, le fondateur, parce qu'on a racheté Home Exchange, hein, pour la petite histoire, je l'avais pas dit, mais voilà, on a racheté Home Exchange après. Et il nous avait dit, ok, si vous voulez, il faut qu'on se rencontre, donc venez à Los Angeles. Donc nous, on pensait qu'on allait arriver à Los Angeles pour travailler, pour négocier, parler du futur, de l'organisation, de la façon, etc. Et en fait, dès qu'on arrive, on commence un peu à parler de ces sujets-là et il nous fait on va pas parler de ça maintenant, quand on sera prêt, on parlera. Et en fait, on a passé une semaine à faire du bateau, à manger, à aller faire des balades, etc. Et au moment de partir à l'aéroport, il nous ramène à l'aéroport, il nous serre la main et type avec beaucoup de charisme, hein, Ed, c'était vraiment il nous dit maintenant on va pouvoir discuter. Et pour nous, c'était un petit peu pas frustrant, mais c'était un peu on avait du mal à profiter et je pense que lui, il avait monté ça en 93, je crois, 93, 92, et il avait besoin de créer du lien avant de vendre. Et nous, on était là un peu, on s'est rendu compte qu'on avait des valeurs très communes, etc. Mais nous, on avait envie que ça avance, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des différences culturelles qui font que les échanges se passent pas de la même manière ou les peurs sont pas les mêmes d'un pays à l'autre? Ce qui est marrant, c'est que quand tu discutes avec des personnes d'un pays qui n'ont pas très envie de faire de l'échange de maison, ils imaginent toujours que c'est l'autre pays qui est le pays de l'échange de maison. Donc tu discutes à un Américain, il te fait non, c'est la France le pays de l'échange de maison. Tu discutes à un Français, il va te dire non, c'est surtout un truc américain. Voilà. Mais ça, c'est souvent quand ils ont peur. Je pense que c'est assez marrant, c'est quand on interroge les gens qui font de l'échange de maison, ils sont assez proches en termes de façon d'être, hein. C'est-à-dire c'est plutôt des gens accueillants, c'est plutôt des gens qui ont envie de partager, c'est plutôt des gens qui aiment le local. Voilà. En revanche, oui, il y a des petits trucs assez marrants qu'on constate, c'est que par exemple en Italie, je sais pas si c'est vrai, hein, c'est pas une analyse sociologique,
Mais on s'est rendu compte, par exemple, en Italie, il y avait beaucoup d'échanges internationaux, voilà, mais il n'y avait pas beaucoup d'échanges nationaux. Et donc, mon interprétation, et pour avoir discuté avec 2-3 amis qui sont italiens, c'est que, en fait, ils ont de la famille un peu partout. Et donc, en fait, quand ils voyagent en national, ils n'ont pas besoin d'échange de maison. Voilà, il y a des petites choses comme ça. On voit dans les cadeaux, les cultures, les Espagnols, par exemple, ils préparent beaucoup à manger. Voilà. Les Français, ils mettent beaucoup d'alcool. Voilà, c'est la bouteille quand vous arrivez, c'est là la façon d'accueillir, quoi. C'est assez marrant. Les Américains, par exemple, ils considèrent que le ménage, pour eux, souvent dans des pays européens, on a tendance à faire le ménage par soi-même. Les Américains, ils comprennent pas ça. Ils pensent que tout le monde a une femme de ménage ou un homme de ménage. Donc il y a quelque chose d'un peu plus construit, quoi, comme ça. Voilà. Il y a plein de petites différences. Ce qui est assez marrant, c'est que les gens se retrouvent. Parfois, il y a des gens qui ont un peu peur de ça, de se dire je vais parler avec dans une autre langue, j'y arriverai pas, etc. Et en fait, moi, j'encourage tout le monde à vraiment faire le test. Il n'y a pas cette déjà, il y a que les Français qui ont peur de leur accent en anglais, c'est pour être clair. Tout le monde se moque de l'accent dans le monde entier, mais il y a que les Français qui ont peur. Voilà. Et moi, j'ai pas tellement peur parce que j'ai un très mauvais accent, mais et en fait, les gens, ils sont tous pareils. Ils ont tous un peu la différence. La culture peut être un peu compliquée, mais ça se passe vraiment toujours bien. C'est pas les zones qui sont un petit peu, il faut toujours aborder, qui permettent de comprendre, c'est propreté, rangement et la communication, quoi. Il faut toujours bien communiquer. Si on revient à toi et à ton parcours, est-ce que par hasard tu aurais commis une grosse erreur? Et si oui, qu'est-ce que tu en retiens? J'ai commis malheureusement des tonnes d'erreurs. Je pourrais même pas faire la liste. Peut-être j'en ai une qui est assez caractéristique, c'est que je me souviens que dans mon entreprise précédente, on avait un partenaire qui faisait, 25% de notre chiffre d'affaires. Puis un jour, il est parti. Et là, je me suis dit, c'était vraiment une grosse erreur, quoi. Tu vois, j'aurais jamais dû, j'aurais dû prendre des précautions, j'aurais dû faire attention là-dessus, il avait grossi beaucoup plus que ce que je l'avais imaginé. Et en fait, voilà, j'étais un peu, j'avais pas vu, quoi. Et les conséquences ont été assez compliquées parce que perdre 25% de son chiffre d'affaires et un peu près de sa marge en une journée, hein, parce que du jour au lendemain, c'était ça. Ouais, ça a été un peu compliqué. Et ensuite, moi, sur les erreurs, je sais que mon associé, on s'amuse toujours là-dessus. Lui, il a aucun problème. Moi, j'ai un peu des difficultés à me dire il faut vraiment du temps pour que je me dise que c'est une erreur. J'ai toujours l'impression, j'essaye de me trouver des excuses en disant voilà, de m'expliquer à moi-même que c'était pas vraiment une erreur, que je l'avais fait pour des bonnes raisons et tout. Ce que je remarque moi évidemment, c'est que ça fait progresser, quoi. On a là-dessus, je fais attention à ça et on en a eu 15 000 hein, sur HomeExchange. On a fait plein de erreurs. Je trouve que les plus coûteuses perso pour moi, ce sont les erreurs humaines, c'est-à-dire d'associations qui se passent pas bien, de recrutement. Ces erreurs-là sont, je trouve, beaucoup plus coûteuses en termes humains parce que c'est ce qui, à la fin, vous pèse quand vous avez mal réagi sur quelque chose. Moi, je me souviens que dans ma première expérience pro, quelqu'un m'avait beaucoup aidé. J'avais pas réussi à lui dire que je voulais partir. Puis ça avait créé toute une histoire et ça a laissé des traces aussi bien chez moi parce que je me disais j'ai pas été bon, j'aurais dû lui dire, etc. Et chez lui parce qu'il avait l'impression d'être un peu trahi, voilà. Et ça, c'est ce qui me coûte le plus, moi, perso. Et qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Comment tu fais pour puiser ta motivation dans les moments plus compliqués? C'est marrant parce que je me souviens, la première fois que j'ai cherché à lever de l'argent, je me souviens qu'il y avait un fonds qui m'avait dit un entrepreneur, ça doit tout sacrifier, quoi. Et en fait, assez rapidement que j'ai vu qu'on n'allait pas faire affaire tous les deux, puisque ce qui est très important pour moi, c'est de trouver un équilibre entre ma vie perso et ma vie pro. J'ai eu un enfant c'est jeune, puisque je sortais de l'école, et c'était très important pour moi. Et assez rapidement, ça a relativisé énormément de choses. Et donc depuis le départ, ce qui me fait tenir évidemment, c'est ma famille. J'adore travailler, c'est un problème. En revanche, je sais que j'ai besoin de moments pour de liberté. Donc c'est le sport. Je cours beaucoup. Pas du tout en compétition. Les gens me font, tu fais du triathlon. Non, je déteste, mais je cours pour m'aérer, pour me sentir bien, voilà. Et je lis beaucoup et c'est ça qui me permet de reprendre de la hauteur et d'arriver face à des moments de stress, voilà. Et peut-être dernier point, j'ai eu une première expérience où on était 4 associés, une expérience où j'étais tout seul et une autre où on est 2 aujourd'hui. Et en fait, pour moi, cette capacité à discuter avec quelqu'un, faire ça, ouais, ça m'aide beaucoup dans ces moments de pression. Voilà, ça permet d'avoir une vraie discussion avec quelqu'un qui est le même niveau d'implication que soi. Et alors du coup, à contrario, tes grandes satisfactions ou les grands accomplissements que tu as pu avoir, c'est quoi? J'ai enlevé tout de suite le rachat d'HomeExchange, qui était une boîte américaine, qui était 5 fois plus gros que nous. On a mis X temps, on a mis quasiment 1 an et demi à racheter. On a trouvé, si
fier professionnellement de quelque chose, ça pourrait être ça. Mais c'est marrant parce que en réfléchissant à la question, je me suis dit peut-être qu'un des moments qui était rigolo, c'est ma deuxième boîte. Il y a une agence, je devais monter le site internet et une agence m'avait dit si tu il y en a pour, je crois que ça devait être 50 000 euros, 60 000 euros. Et je m'étais dit, bon, j'ai déjà pas beaucoup d'économies, si je dois tout mettre dedans. Et donc, j'ai pris des livres pour développer, voilà. Et je me suis mis à développer et j'ai développé le premier site. Et je me souviens très bien de l'énorme satisfaction quand il y avait des bugs, hein, pour être clair. Avant qu'on change le site, quand même, j'avais fait 1 million de chiffre d'affaires. Donc, je m'étais dit, bah, quand même, pour quelqu'un qui a développé son site, qui a fait ça, c'est pas si mal. Et j'avais une énorme satisfaction d'avoir fait quelque chose d'abouti. Voilà, même si franchement, je suis pas un très bon, je dirais pas que je suis un développeur, hein, pas du tout. Hein. Ça m'amuse beaucoup parce que je crois que ça doit être le 78e ou 79e épisode. Et quand je pose cette question, j'ai régulièrement des gens qui ont codé leur propre site qui me disent la même chose. Cette satisfaction extrême d'avoir réussi à décoder quelque chose pour le coder ensuite. Mais c'est marrant, ouais, ouais. Mais je pense que je serais pas dev, hein, mais je trouve qu'il y a une vraie satisfaction un peu d'artisan. Je pense que maintenant, c'est de plus en plus dur. Il y a la spécialisation des métiers du dev qui est devenue, c'est de plus en plus dur. Alors, il y en a qui arrivent à le faire, mais il y a un peu d'un côté ça artisanal, quoi, d'arriver à faire quelque chose qui à la fin va marcher. Voilà. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Trouver un associé. Voilà, pour être clair. Voilà, pour moi, en tant qu'entrepreneur, moi je le dis, c'est vraiment important. Trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qui va t'aider, avec qui tu vas pouvoir partager, avec qui tu vas pouvoir. On le dit souvent, mais c'est comme un couple, c'est-à-dire que je vois avec mon associé, franchement, on a exactement les mêmes valeurs, mais on est des profils assez différents, on n'est jamais d'accord, mais le fait de pouvoir et discuter et partager les mauvais moments, les bons moments, etc. Bon, c'est un type formidable et il y a quelqu'un, je me souviens très bien, qui m'avait dit, mais en fait, t'es tout seul, c'est trop dur. Si tu dois faire une chose, c'est ne plus jamais, quand tu remonteras une boîte, de plus jamais être tout seul et de le faire avec quelqu'un. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, quoi. Et toi, le meilleur conseil que tu aies donné? J'aime pas trop donner des conseils. On me demande de temps en temps d'accompagner. Je suis au réseau Entreprendre à Paris et on me demande d'accompagner des startups. Et en fait, le conseil, c'est jamais. Alors je dis ça juste avant, on m'a dit qu'on allait donner un bon conseil, mais bon voilà. Mais je trouve que le truc qui est le mieux pourquoi moi je suis plutôt dans le questionnement en fait. Je trouve que tu vois les conseils en fait toutes les situations sont différentes et perso je trouve que le fait de faire interroger les gens sur où ils en sont, etc., un peu jouer la personne pour aider à s'interroger sur soi-même est plus efficace en termes de parcours. Voilà. Donc le rôle de miroir. Exactement, le rôle de miroir et je dis souvent à les entrepreneurs qui aiment bien avoir des conseils parce qu'ils disent ah mais s'il y avait ça dis-moi ce que non en fait je pense que c'est même une erreur que peuvent faire certains jeunes entrepreneurs, c'est de trop écouter. C'est bien de se faire conseiller, etc., mais il faut garder quelque chose en soi qui fait que on perd pas le fil de ce qu'on a envie de faire. On sait tous, hein, plein de gens trouvent que les idées sont pas bonnes. L'échange de maison, c'est hyper rigolo. Hein, on a rencontré un nombre de fonds qui comprenaient pas pourquoi les gens voulaient faire de l'échange alors qu'ils pouvaient faire de la location, quoi. Et là, on avait envie de leur dire, peut-être que ça vous convient pas, mais il y en a qui en font. Hein, je vous assure, hein, c'est peut-être bizarre, mais voilà, il y en a plein. Voilà. Et donc en fait, moi, je suis pas très dans le conseil. Voilà. Si on revient un peu à notre industrie du tourisme. Elle a énormément évolué ces 10 dernières années. Quels sont les changements qui, toi, t'ont le plus marqué? Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est assez frappant. Il me semble que quand on a commencé, quand je lisais les stats, on voyait qu'il y avait quasiment un Français sur deux qui partait pas en vacances, quoi. Et l'autre fois, on regardait les stats pour voir si les choses avaient changé et on se rend compte aujourd'hui, alors c'est pas encore 100%, hein, mais ça a largement augmenté. Et pour moi, en fait, ça a fait deux choses, c'est que c'est devenu de plus en plus abordable. Je crois qu'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 80% des Français de plus de 15 ans déclarent avoir au moins passé une nuit pour leurs vacances. Bon, c'est des stats très INSEE, mais et en fait, pour moi, ce que ça a fait, si je prends la France, hein, c'est assez différent dans les pays, mais prenons la France, c'est que ça a démocratisé et aujourd'hui, on a énormément d'offres et c'est devenu de plus en plus facile de partir. Voilà, on peut réserver un avion en 3 clics, réserver un train, voilà, et ainsi de suite. Moi, je pense que c'est même devenu un peu trop facile. D'ailleurs, c'est une des difficultés, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus à tout l'impact qu'ils peuvent avoir. Mais pour moi, le grand changement, c'est ça, c'est de donner accès et ça, c'est très bien à tout type de personnes, de pouvoir partir partout dans le monde, quoi. Voilà. Et est-ce que tu as une vision pour notre industrie dans les 10 prochaines années ou quelque chose que tu aimerais? Un peu en lien avec ce qu'on vient de dire sur le passé, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins pour le tourisme, un peu comme dans beaucoup de secteurs, hein, où il y a des interrogations sur la nourriture, sur les vêtements, et je trouve que le tourisme a un peu de mal à accepter ça. Et c'est vrai que le tourisme, souvent, on le relie à avion et donc à CO2. Et c'est vrai, quoi, il faut l'accepter.
c'est pas la majorité de nos échanges qui sont à l'international, mais il y en a une partie. Et donc, on a une responsabilité là-dedans. Et c'est qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? Moi, je pense qu'il va y avoir, il y a, on va dire, 3 grandes tendances aujourd'hui. Il y a ceux qui refusent, qui disent, je vais continuer comme j'ai toujours fait. Ceux-là, je pense qu'ils vont disparaître progressivement, un peu rattrapés par la réalité. Voilà. Il y a ceux qui pensent qu'on peut faire un peu comme avant en améliorant le système. Donc, ils te disent, ils mettent des, des hôtels verts ou tu sais un peu, c'est pas du greenwashing, mais c'est un peu en mode que la croissance du tourisme peut continuer de cette façon. J'ai l'impression que ça, c'est pas possible, quoi. Quand tu vois, tu vas dans les Calanques, tu vas au Mont-Saint-Michel, tu vas, à plein d'endroits, tu vas à Rome, il y a tellement de monde que c'est même plus du tourisme, voilà. Donc c'est plus agréable et ça va forcément impliquer quelque chose, quoi. Moi, ma vision, c'est de penser que les typologies de tourisme va forcément changer et le changement, on va sans doute voyager, en tout cas je l'espère, moins loin. On va sans doute enlever cet imaginaire du lieu magique, de la plage avec les cocotiers qui est le seul endroit. Il faut se rappeler, en fait c'est marrant parce que les gens oublient un petit peu pourquoi ils voyagent. L'autre fois je lisais une stat sur les Indiens, je crois que le deuxième raison pour laquelle ils voyagent, c'est l'achat, acheter des choses. C'est assez marrant de se dire ça. Je pense qu'en France, ça serait pas ça. J'ai pas vu la stat pour la France, mais il faut se rappeler que le voyage, c'est d'abord le tourisme, c'est d'abord pour se reposer, pour être avec sa famille, pour visiter. Et enfin, il y a un peu pour des activités, des choses comme ça. Voilà, je crois que c'est dans cet ordre-là, c'est comme ça en France. Voilà. Et il va falloir juste accepter que pour voir sa famille se reposer et partager avec des amis ou visiter des lieux, il n'y a pas besoin d'être à l'autre bout du monde, il y a des trucs parfaits. Moi, c'est un peu mon souhait sur le voyage, c'est d'arriver à se rendre compte qu'il faut plus qu'on construise, qu'il faut qu'on prenne moins l'avion, qu'il faut qu'on essaye de pas de se contenter parce que c'est de voyager, mais dans ce qu'est le voyage, c'est-à-dire la rencontre, d'aller en Espagne en train. La voiture, c'est pas forcément horrible quand on est 4 ou 5. Le train est cher aujourd'hui, je comprends tout à fait, mais d'aller dans des lieux qui sont authentiques, ne pas vouloir prendre la photo face à telle chose en enlevant toutes les personnes qu'il y a autour de vous, ce qui devient ridicule. Mais je suis assez convaincu que les gens vont s'en rendre compte, C'est pas agréable d'aller au Mont-Saint-Michel aujourd'hui, c'est pas agréable, c'est dommage parce que c'est un magnifique lieu, mais c'est pas agréable, Et donc soit ils vont réglementer, soit ils vont interdire, soit ils vont limiter, mais ça va forcément bouger, Il va falloir faire changer ça. Bien. Et alors, du coup, est-ce que tu aurais, pour conclure cet épisode, un conseil de livre ou un docu à regarder? Alors, comme je disais tout à l'heure, je lis pas mal de bouquins. D'habitude, mon bouquin fétiche, c'est un truc qui s'appelle La vérité sur ce qui vous motive, qui est un bouquin qui démontre que les gens, je sais pas si tu vois ce que c'est. Daniel Pink. Ouais, exactement. Qui est un peu mon livre de chevet parce que je trouve que ça me permet d'expliquer aux gens qui arrivent dans notre entreprise de la façon dont on a envie, c'est-à-dire sur l'autonomie, sur la liberté, et que c'est pas du tout l'argent dedans. Il parle. Et récemment, donc ça, c'était quelque chose qui est très important pour moi, c'est que ça soit pas tout relié à l'argent, etc. Et que même l'inverse. Et récemment, j'ai découvert un écrivain qui s'appelle Olivier Amand, qui s'appelle La troisième voie du vivant. Et il a mis des mots sur quelque chose que je ressentais profondément, qui était d'expliquer que si on veut un monde, alors lui, il le parle au niveau du monde, mais on peut le transposer à l'entreprise. Si on veut un monde qui est robuste, en fait, il faut pas qu'il soit que efficace. Voilà. Et moi, je crois assez à ça dans l'entreprise, c'est-à-dire que c'est pas l'efficacité qui fait tout. C'est plus il y a de partage, plus il y a de discussion, plus il y a de communication entre les gens, plus il y a de petites zones un petit peu floues, plus ça permet aux gens de trouver leur place, de comprendre qu'on n'a pas une limite très précise. Ça rend l'entreprise, nous on l'a vu pendant le Covid, ça n'a pas du tout, c'est pas un bon moment le Covid, on va pas dire ça pour le tourisme, mais nous on n'a pas fait moins de chiffre d'affaires que les autres années. On a continué, on a fait le même chiffre d'affaires, on n'a pas eu de croissance, mais on a fait le même chiffre d'affaires et je pense que c'était très très lié à la robustesse de l'entreprise. Donc je conseille à tout le monde de lire ce livre parce que moi vraiment il m'a permis de mettre des mots sur quelque chose que je ressentais au plus profond de moi. Merci beaucoup Charles-Édouard Girard, cofondateur de Home Exchange, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Si vous voulez que votre projet marche, il faut accepter de faire de nombreuses itérations. Le deuxième point, lorsque l'un de vos clients ou partenaires prend trop de place dans votre chiffre d'affaires global, méfiez-vous, il est temps d'aller chercher d'autres clients pour vous dérisquer. Le troisième point, n'écoutez pas trop les conseils qu'on vous donne quand vous créez votre business, mais trouvez-vous un associé. Et enfin, le dernier point, le futur du tourisme passe par d'autres imaginaires que ceux qu'on crée aujourd'hui.
à nous d'inventer un tourisme de demain plus proche et avec plus de rencontres authentiques. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître les épisodes et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.